Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je suis avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas. Qui va nous faire découvrir un peu ce stand ici qui sont les supercars. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire. Pourquoi il y a ce stand ici? Un des grands marqueurs du Salon de Genève, en fait, c'était la présence des supercars chaque année, depuis très longtemps, parce qu'il y a eu beaucoup de supercars qui ont été présentés en première mondiale à Genève. Et l'idée cette année, c'était, vu qu'on est un petit peu plus faible au niveau des constructeurs, c'était de quand même ravir les visiteurs avec un échantillonnage plutôt sympa de supercars, parmi les plus exceptionnels au monde, parce qu'on a beaucoup de modèles qui sont uniques. Ok, donc là il y a de quoi faire. Donc avec Jérôme, on va vous emmener faire un petit peu le tour de ces voitures, vous raconter un petit peu l'histoire et pourquoi elles sont là. Allez, donc c'est parti, on va commencer par cette première ici. Donc qu'est-ce que c'est? Alors la Porsche 959, qui était une des supercars emblématiques des années 80, qui a son origine en fait dans le sport automobile, qui était initialement développé pour le groupe B en rallye, qui a été abandonné en 86. Et les ingénieurs étant très avancés sur le programme ont quand même décidé de produire la voiture en version de route, et ça a été une des premières supercars avec un 6 cylindres à plat. La base, ça reste la 911 quand même, la base globale. 6 cylindres à plat, biturbo de 450 chevaux pour l'époque. Et cette voiture embarque un nombre énorme de progrès technologiques, notamment au niveau de la transmission 4 roues motrices, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom PASM, donc la suspension active chez Porsche, trouve son origine sur la 959. Donc ça a été un laboratoire et l'une des voitures les plus performantes de l'époque. D'accord, le PASM, ça je ne savais pas que celle-ci était équipée justement avec une Alors ça ne s'appelait pas qui... PASM à l'époque, mais disons que le principe de la suspension pilotée a été développé sur cette voiture. Et la 959 a aussi le double refroidissement à air et à eau qui arrivera sur la 911 avec la 996. Ok, et là on voit des petits détails, les lignes là sont assez jolies. Alors est-ce que ça c'était d'origine ou c'est une Je ne pense pas que ce soit d'origine, non. Ok, donc là on avait les entrées d'air sur le côté. Exactement, qu'on retrouve aujourd'hui sur les turbos d'ailleurs. Exactement. Et une petite particularité aussi, c'est que les jantes étaient toujours peintes couleur carrosserie sur cette voiture. Pas toujours, non, il y avait aussi des rouges avec jaune grise, c'était un peu au choix du client. D'accord, et on voit quand même qu'il y a un kit bien plus large que la 911 de base sur le côté, qui élargissait bien l'auto. Et cette fameuse queue à l'arrière avec cette sorte d'aileron intégré vraiment à la carrosserie qui file, avec une sorte de petit aileron encore pour redonner encore de l'appui sur l'arrière. Exactement. On revoit sur cette partie plastique juste ici. Et derrière, on avait un petit peu sa concurrente. Alors, en face, on a effectivement un des mythes aussi automobiles, la Ferrari F40, qui a été la dernière Ferrari développée du vivant d'Enzo Ferrari et qu'il a vu lancer également. Et alors, c'est un peu le diable d'un côté et l'ange de l'autre, entre le rouge et le blanc, parce que la F40 produit 478 chevaux, qui sont à la conduite vraiment sauvage, si on compare avec la 959, qui est une voiture qui est plus GT quand même. La F40, c'est une vraie sportive à côté. C'est une voiture qui demande beaucoup de doigté. Ce que tout le monde disait, c'est que lorsque les turbos se déclenchent, on a un vrai effet turbo, un vrai coup de pied. Exactement. Où c'est beaucoup plus lisse sur la 959, même si on le sent, mais la F40, c'est vraiment au-delà de 3500 tours, c'est vraiment le coup de pied aux fesses. D'accord. Je ne l'ai pas encore essayé, on m'a proposé d'en essayer une dans le sud. Il faudrait peut-être que je me déplace. Ah, c'est un grand moment. Et donc ça, c'était un moteur V8 avec une cylindrée qui n'était pas si grosse que ça. 2,9 litres. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, même les V12, on pouvait retrouver des V12 3 litres. Alors ça c'est plus dans les premières versions, dans les 250. Ce sont des V12 de 3 litres chez Ferrari. Après, on est passé très vite sur du 5 litres, par exemple, sur les Testarossa et plus. Aujourd'hui, on est sur du 6 litres 3, sauf comme sur la Ferrari. C'est vrai, ça a bien augmenté niveau cylindrée. Et on ajoute l'électricité aujourd'hui. Exactement, c'est vrai, l'hybridation qui est maintenant devenue très commun. Là, on a quand même une voiture mythique, tout comme la Porsche. J'ai l'impression que la Porsche est quand même beaucoup plus rare également. Alors en termes de nombre, on n'a pas trouvé
la quantité exacte de 959 qui ont été produites, mais c'est autour des 330 modèles, je ne sais plus combien on mentionne. 338. Ok, donc c'est à peine un tiers quasiment des Exactement. Ferrari. Parce que c'est 1200 et quelques, il me semble. Là aussi, c'est pas très précis. On a autour des 1300, alors qu'à l'origine, il était prévu à peine 500 exemplaires, enfin 499. Comme Ferrari a l'habitude de faire, le dernier modèle est toujours pour le musée. Ok. Franchement, une voiture de folie. Et de mémoire, elles sont toutes sorties rouges de l'usine. Oui. Et elles ont été repeintes ensuite. Exact. Et il y avait alors une petite spécificité sur les Ferrari. Il y a certains endroits où vous voyez la fibre à travers la peinture d'origine. C'est ce qui permet de voir si la voiture a été repeinte ou pas. Exactement. Alors là, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais dans les reflets, alors, il faudrait vraiment s'en approcher. On sait si c'est peinture d'origine ou pas du tout. Et ces feux pop-up qui font vraiment la caractéristique aussi de cette voiture assez incroyable. Et c'est ce qui caractérisait souvent les voitures sportives dans les années 80. Complètement. Et à côté, on passe donc là à une voiture beaucoup plus moderne. Donc là, on est sur la Ferrari qui a été présentée au Salon de Genève en 2013, qui est la petite filleule de la F40. Parce qu'entre la F40 et elle, on a eu la F50 et l'Enzo. Et puis, donc la Ferrari, encore une fois, c'est toujours dans cette série des GT ultimes dérivés de la course. C'est le premier véhicule hybride de série de Ferrari, ou électrifié de Ferrari. Okay. Donc là, on a un V12 qui développe au total avec le module hybride de 963 chevaux. Ce qui est plutôt correct pour se déplacer. Plutôt correct. Bon, la voiture est aussi plus lourde que la F40. Effectivement. Avec du carbone partout également. Comme à l'époque, il y avait beaucoup de carbone et de Kevlar dans la F40. Alors la F40 avait un châssis tubulaire sur lequel les plaques le carbone ou Kevlar étaient apposées. Tandis que là, on est vraiment sur du monocoque. C'est quand même assez joli. Et on peut le voir d'ailleurs, la prise ici qui recharge actuellement et sa concurrente de l'époque. Les deux ont été présentés la même année. Alors, la P1, le concept a été présenté à Paris 2012 et la version de production à Genève 2013. Et de ce qu'on m'a dit, celle-ci, c'est celle qui a été présentée exactement ici sur ce salon à l'époque. Et magnifique config de MSO, full carbone. Parce que donc ça, c'est pas commun d'avoir le carbone apparent partout avec les petites paillettes à l'intérieur. Alors c'est assez incroyable, les entrées d'air, l'aérodynamisme aussi sur cette voiture. C'est un de mes coups de cœur, la McLaren P1. Si un jour je peux me permettre, ce serait celle-ci et ensuite ce serait une Pagani puisque ça vaut un petit peu plus cher maintenant la Pagani. On voit juste derrière. Alors entre les deux rivales, les deux sont hybrides rechargeables. La différence c'est que la P1 permet un roulage 100% électrique que ne permet pas la Ferrari. Ferrari voulait garder le V12 voilà, la plupart du temps. L'électricité est en fait un boost pour le thermique. C'était comme le Kers qui voulait amener justement Formule 1. Exact. Et d'ailleurs, il y a deux systèmes haute et basse tension comme sur une sur la Formule 1. Là, c'est quand même un très beau joujou aussi. Là, on a vraiment l'ultime. Il manquerait plus que la Porsche 918 au milieu qui faisait justement... La Trinité 7. Voilà, exactement. Qui était assez incroyable. Et de ce côté-là, on a la version un petit peu plus radicale de la McLaren P1, la P1 GTR. Qui est une version à la base faite pour le circuit uniquement. Il y a l'Azante qui en fait des versions de route, tout comme les Senna GTR. Absolument. Qui sont assez incroyables. Absolument. Et je pense que voir ça dans son rétroviseur, ça doit être assez bizarre. Alors, il n'y en a pas des dizaines en version route. La particularité de la GTR, alors elle reprend bien sûr l'architecture et la mécanique de la P1 normale, mais elle était destinée surtout à l'origine, seuls les clients de la P1 route pouvaient acquérir la GTR. D'accord. Et il y en a eu très peu, il me semble, une dizaine 58. 58 tout de même? Ah d'accord, je pensais pas du tout qu'il y en avait autant. Avec vraiment de l'aéro beaucoup plus travaillé, faite pour le circuit. On a bien sûr des slicks, là on a des slicks pluie dessus. Les jantes encore plus allégées, du freinage également très spécifique. Et McLaren avait fait des disques pleins sur ces carbones céramiques ici, qui étaient assez incroyables. Et justement, quand ils s'étaient un petit peu usés, ça faisait effet miroir. Et c'était vraiment une particularité de la P1 aussi. On ne voyait pas sur les autres voitures. La voiture n'a absolument aucune homologation en compétition sur la route. Les seuls événements, à part celui qui voulait éventuellement la prendre sur une journée circuit privé, les seuls événements qui étaient organisés l'étaient par McLaren. D'accord, un petit peu comme le F1 Chianti chez Ferrari. Ou le FXX, ou des choses comme ça, ouais.
Et donc là, la voiture qui était radicale également, qui était sur la base de la Senna GTR. Qui obéit au même principe la déclinaison en fait, plus radicale de la Senna, comme la P1 GTR est à la P1, sa version sportive. On voit que là, niveau appui aérodynamique, c'était encore un niveau au-dessus, avec un aileron incroyable. Et on peut le voir sur les côtés. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment hyper utile ça, parce qu'on en voit rarement des sortes de, je ne sais pas comment on appellerait ça, des side blades sur les côtés. Peut-être pour guider encore un petit peu mieux les flux d'air. On a aussi la partie supérieure de l'aileron en fait, qui opère comme un DRS en Formule 1 aussi. D'accord. Et là, avec le support col de cygne qui sert à mieux guider les flux d'air pour ne pas avoir de turbulence entre le haut et le bas. Parce que souvent, les ailerons, c'est posé par le bas. En fait, sur le haut, on a bien de l'air qui passe comme ça, mais ça crée des turbulences en bas et donc qui crée des turbulences à l'arrière de l'aileron. C'est pour ça que les voitures de course ont souvent des supports col de cygne de cette façon, pour avoir exactement le même flux d'air qui passe au-dessus et en dessous et pas créer de perturbations. Et on retrouve donc le V8, bien connu de chez McLaren, sous cette petite vitre, que l'on voyait beaucoup moins sur la P1. Mais cette voiture est assez incroyable, avec pareil les petites vitres qu'on reprend de la Senna de base, pour voir encore mieux les vibreurs de ce que disait McLaren. Bon, là, il y a quand même déjà un très très beau line-up. Je pense qu'on ne verra pas ça tous les jours sur tous les salons. Non, je pense pas. Et donc cette Ferrari a une belle petite histoire, avec une des voitures qui va se trouver un petit peu plus, un peu plus loin. Donc qu'est-ce que c'est comme modèle celle-ci? Alors c'est la 296 GT3, qui est en fait le dernier modèle de Ferrari pour aujourd'hui l'homologation GT3 qu'on verra au Mans et dans le championnat de WEC, donc le WEC, championnat du monde d'endurance. Et donc cette voiture, la version routière est une hybride, la version course est une pure thermique mais qui reprend le même 6 cylindres biturbo. Dans une mouture qui développe aux alentours de 600 ou 700 chevaux. D'accord, et donc celle-ci est homologuée pour le championnat? Absolument, oui. D'accord. L'avantage, c'est quand on s'achète une voiture comme ça, c'est qu'on peut en profiter avec les copains, plutôt qu'une P1 GTR où on doit juste appeler ses copains qui ont une P1 GTR. Voilà. Là, on peut concurrencer d'autres amis avec... Il y a Lamborghini qui fait pas mal de choses. Il y a Porsche. Disons que le spectre d'utilisation entre guillemets en compétition est beaucoup plus large que le GTE qui existait auparavant en WEC. Et la voiture a aussi été conçue par Ferrari pour être utilisable aussi bien par des professionnels que des amateurs. Donc autant dans le comportement de la voiture que dans l'entretien et l'utilisation par rapport à la mécanique. Donc toute la voiture est démontable par module, ce qui fait qu'il n'y a plus de torches électriques qui s'éparpillent un peu partout comme on le voyait dans les anciennes voitures de course. Okay. Donc c'est une prise qui est reliée à un élément de carrosserie et que tout est accessible très très facilement. Par exemple les portes, on les enlève d'un coup de main. D'accord. Et derrière, on a une légende. Une des voitures assez incroyables qui ont marqué l'histoire aussi avec McLaren. Absolument. Et donc c'est une F1 GTR. Longue queue. Long tail, voilà, exactement. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une partie qui était rajoutée à la partie. Donc toute cette partie, on a environ 40 à 50 cm qui permettait d'avoir encore plus d'appui aérodynamique sur l'arrière. Et donc avec cet aileron, regardez la taille de l'aileron, c'est vraiment une table. Et donc on gardait les mêmes feux, mais on avait tout décalé pour avoir plus d'appui. Et d'ailleurs, juste à côté, on aura une voiture qui reprend un petit peu la même idée. C'était en quelle année, ça, la F1 97, GTR. Celle-là. D'accord. La F1 GTR est apparue en 95 en version courte, notamment en 24 heures du Mans, où pour leur première participation, ils ont placé 3 voitures dans les 4 premières. Ce qui était assez incroyable. Voilà. Et cette voiture avait une particularité, elle était en position centrale. Donc on a le chauffeur, le pilote, qui était vraiment au centre de la voiture. Et il y a eu des versions de route également, de la McLaren F1, qui était pendant très longtemps une des voitures les plus rapides au monde. La plus rapide du monde. Et pour tous ceux qui ont joué aux jeux vidéo et autres, souvent on la voulait cette voiture. Et c'est assez bluffant de la voir ici. On l'a déjà vue à Paris, elle vient souvent à Rétromobile celle-ci. Et assez incroyable. Et ça a quand même un sacré look, mais pareil, version circuit avec encore beaucoup plus d'aérodynamisme. Et à côté, donc, une sorte d'hommage à cette voiture.
Il est même considéré comme son héritière parce qu'elle reprend le cockpit à 3 places et conducteur au centre. La différence, c'est qu'on est là sur un V8 alors que sur la F1, on est sur un V12. D'accord. Parce qu'effectivement, McLaren maintenant développe surtout ses V8 4 litres. Et d'ailleurs, McLaren a fait la Artura, que j'ai en ce moment actuellement à la maison, avec un V6 hybride, cette fois-ci un V6 3 litres, Exact. qui fait l'évolution. Et McLaren m'a confié que toutes les futures voitures, après la 750S, malheureusement, ou heureusement, ça dépend selon votre philosophie, allaient passer en hybride. Mais on garde toujours quand même des moteurs et ça va être développé sur la base du V8, mais hybridé, qui sera quand même assez intéressant. Mais cette voiture est hyper intéressante, alors on en voit très très peu sur la route, parce que le but de celle-ci, c'était surtout d'atteindre une vitesse de pointe très élevée. Alors, j'ai plus la vitesse exacte. 403 km/h. 403, ce qui est quand même pas négligeable. Dans le monde, actuellement, il n'y a pas tant de voitures que ça qui passent la barre des 400. À part la Bugatti, et c'est la LNSI Venom. Voilà, ça et les Koenigsegg. Aussi, ouais. Mais, et alors, ce qui est bluffant, c'est vraiment l'arrière en forme de gouttes. Et regardez la taille du diffuseur, c'est juste bluffant. Et les pneus sont hyper longs, donc là on a un porte-à-faux arrière énorme. Et petite particularité de cette voiture, c'est qu'il n'y a pas d'aileron. Et en fait, cette partie est en carbone. Il y a des petits vérins qui viennent soulever cette partie si on a besoin d'appui supplémentaire. En fait, c'est le carbone qui se plie directement. Selon comment a été tressée la fibre, ça peut donner au carbone une certaine élasticité. Exactement, il n'y a pas de charnière. Exactement. Et il y a certains vélos, même c'est Orbea qui a fait ça à l'époque. Dans les premiers, ils n'avaient pas mis de pivot sur leur triangle arrière. Ils avaient mis un amortisseur sur le cadre en haut et le pivot du bas, ça servait avec du carbone justement qui se pliait. Donc c'était une lame qui se... Et donc là, on a repris le même principe, mais cette voiture est extrêmement longue, c'est incroyable. Et on a même donc les jantes aéro sur la partie avant pour ne pas faire rentrer d'air à l'intérieur. Toujours un petit peu quand même de quoi refroidir les freins. Et les rétroviseurs qui sont en caméra, qui sortent ici seulement quand on en a besoin. Et à côté, là, on a une des voitures les plus aérodynamiques. L'Aston Martin Valkyrie, qui a été imaginé et dessiné par Adrian Newey, le chef designer de l'écurie F1 Red Bull, et qui est une voiture qui s'inspire vraiment de la Formule 1. On le voit notamment sur le traitement des pontons. On le voit, il y a vraiment des petits appendices aérodynamiques vraiment partout. Et le plus impressionnant, moi, ce que je trouve, c'est le plan ici. On voit vraiment l'avant de la voiture et il n'y a rien. Et on a vraiment l'impression d'avoir une Formule 1 avec l'avant qui se referme, vraiment comme une Formule 1. On pourrait limite se dire qu'ils en auraient pu faire une monoplace. Bon, ils se sont dit, on va quand même emmener des copains. C'est plus sympa toujours. Ou si madame veut venir avec vous sur circuit ou amener des amis, je trouve que ça a quand même un côté sympa d'avoir 2 places dans une voiture. Et la vision de derrière où on voit vraiment la forme de la cellule en fait, comme sur une Formule 1. Complètement. Et c'est juste assez incroyable, ça s'écarte et ça revient sur l'avant. En fait, pareil, c'est une forme de goutte d'eau pour l'aérodynamisme, les 2 échappements au centre. Et donc on a un V12, je ne sais plus 6 litres et 6 quelques. litres 5 Cosworth. Qui monte à plus de 10 000 tours. Oui. Et un petit module hybride aussi. Et un aileron ici qui peut bien sûr être réglé selon vos configurations. Assez incroyable. Et à côté, pour moi, ça c'est vraiment une œuvre d'art. Pagani avec la Huayra qui est le successeur de la Zonda et le précurseur de l'Utopia aujourd'hui. Qui reste effectivement une œuvre d'art, enfin, où tout ce qu'on voit, qu'on touche, c'est de la matière très noble. Pure, très noble et surtout pure, c'est qu'il n'y a pas de plastique. Ce qui est en carbone est en carbone, ce qui est en cuir est en cuir, ce qui est en alu est en alu. Et ou en titane comme l'échappement. Même certaines vis en titane, on peut voir que tout est dans le détail sur cette voiture. Et tout est juste magnifique, et même l'échappement derrière est incroyable. Et là, il est bien bleu parce que le propriétaire a dû bien s'amuser. Et on a de l'aéroactive ici, pareil, avec des volets à l'arrière et à l'avant. Et ça, le petit Huayra, en fait, c'est découpé dans un bloc unique. Ils vous remettent à chaque fois le petit bloc pour vous rappeler ce dont ça a été extrait. Gros diffuseur.
Et surtout, en fait, cette partie carbone, et vous pouvez voir, hein, c'est du vrai carbone tressé, et c'est hyper beau, et tout est parfaitement symétrique. Donc là, Pagani se donne vraiment un mal fou à faire cette pièce. Et vous pouvez voir que c'est quand même des très grandes pièces et tout est en carbone. Et donc là, on a un V12, 7 litres. Non, ça c'était sur les Pagani. C'est moins, ouais. Je crois que c'est 6 litres aujourd'hui. Ok. On va juste vérifier tout à Mais l'heure. en biturbo Exact. sur la Wayra et à l'époque sur la Zondas, donc c'était le 7 litres. 7 litres 3 qui est issu de chez AMG. Et là, toujours AMG continue à faire des moteurs pour Pagani. Et on peut voir que vraiment tout est en carbone ou en cuir très noble. On peut le voir là. Là du carbone, tout est tressé et partout, hein, vous pouvez aller vraiment jusqu'à chaque coin, tout est magnifique et même les vis sont gravées au laser Pagani, ce qui est quand même assez bluffant et l'intérieur. Là aussi, des inspirations de l'aviation par exemple sur ces petits boutons là-haut, même le miroir ici est juste incroyable et le point de vue conducteur ressemble à ça. Si un jour vous avez entre 4 et 5 millions, c'est à peu près la valeur que ça vaut actuellement sur le marché de l'occasion. Parce que l'avantage de ces voitures pour les gens qui les achètent, c'est que ça vaut plus cher une fois qu'on l'a. Et c'est quand même un bon investissement, une Pagani. C'est sympa. Celle-ci a une petite particularité aussi, c'est que l'écope qui est sur le capot, normalement, est dédiée à la R. Effectivement. Et qui est une version... dans ce coloris-là, c'est la seule. D'accord. Nautilo. Ça Ok. Mais c'est vraiment très très joli et on a des détails vraiment pensés pour tout. Donc ça, c'est le levier pour régler le volant. Et là, la boîte de vitesse est juste incroyable. Je rêve un jour d'essayer une Pagani. Peut-être que ça se fera. Et même l'écran central, juste magnifique. Les tapis, bien c'est du cuir, bien entendu, surpiqué. Et même les joints, regardez, les joints tout autour, c'est très joli. Et on peut lever le capot. Il y a une sécurité ici avec des lanières en cuir, tout comme à l'arrière. On a des bacs de rangement avec des valises spécifiques qui vont se ranger. Donc il faut lever le capot, c'est pas ultra pratique. Mais bon, vous savez, quand on est riche, on n'a pas forcément que des avantages. Il faut bien avoir des petits soucis. Sinon, ce serait pas marrant. Et sur l'avant, on a vraiment un look, pour moi, qui est incomparable. Et là, on peut voir qu'elle est en lift. Donc, on a bien sûr un système de lift, comme sur beaucoup des voitures modernes. Et il me semble que même ces jantes, ça fait partie du package Tempesta. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Exactement. Et là, on a les ailerons aussi pour l'appui sur l'avant. Les flaps qui pouvaient bouger indépendamment selon si on tournait à gauche ou à droite pour avoir plus d'appui sur une roue, sur l'autre. Par exemple, si on tourne de ce côté-là, il y avait plus d'appui sur celle-là pour avoir même de l'appui sur l'intérieur également, pour rééquilibrer justement lorsqu'on va tourner. Et moi, je trouve ça fou de chez fou. Vous me connaissez, hein, je le dis assez souvent. Et si la chaîne YouTube marche bien, un jour, on essaiera d'en acheter une. Et la Wayra, au total, c'est que 200 exemplaires. C'est un modèle qui est pourtant resté 12 ans au catalogue Pagani, lancé en 2011 et qui a été changé l'année passée pour l'Utopia. Et que 200 exemplaires qui ont été produits. C'est 100 comme ça et 100 en roadster. Je ne sais plus exactement la répartition parce qu'après il y a aussi les R et autres. Mais, et de ce côté-là, voilà. On a la concurrence qui vient de Mulhouse, la Bugatti. Donc celle-ci est une version super sport, full carbone apparent. Et là, on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de carbone apparent sur ces voitures, avec une belle sélection bleue à chaque fois quasiment. Oui. Et donc ça faisait 1500 chevaux quasiment, non, 1300. À l'époque, il me semble. Est-ce qu'il y a eu 1001, 1200, 1300 1500 sur la Super 1500 la Super Sport. Okay. Je pensais que c'était réservé à la Chiron. Alors peut-être. Non, 1200. Non, 1200 mais 1500 newtons. Voilà. Ok. Avec toujours la fameuse grille Bugatti. Cette petite partie ici qui est peinte à la main, et on peut le voir, hein, si on s'approche vraiment très très près, tous les petits points sont peints à la main, et donc là, full carbone exposé. On peut le voir également que c'était une version Super Sport grâce à ces nouveaux blocs optiques sur l'avant, et cette partie avant qui était un petit peu différente. On pouvait choisir bien sûr des contrastes sur sa Bugatti, et ça c'était une option. Il me semble que ça valait environ 100 000 € d'avoir le carbone apparent sur sa Veyron. Et j'avais posé une question à l'époque au designer de chez Bugatti, et je lui avais demandé pourquoi Bugatti ne fait pas des jantes en carbone. Est-ce que vous savez pourquoi ? À cause du poids ou de la vitesse ?
Alors c'était parce que les jantes métalliques permettaient d'avoir du refroidissement jusqu'au disque, alors que le carbone ne l'a pas. Ok. Et je me posais la question parce que Koenigsegg fait, ils font beaucoup de jantes en carbone, alors que là, justement, en fait, avec la vitesse, l'inertie, etc., et le freinage, comme c'est beaucoup plus lourd qu'une Koenigsegg, il disait qu'au final, pour refroidir directement en repassant par l'axe, c'était plus intéressant d'avoir du métal que du carbone. On en apprend tous les jours. Petite anecdote. Et voilà, du carbone, pareil, partout sur le côté. Et là, on peut le voir que celle-là, c'était une modèle one of one, unique, avec cette couleur. Et surtout, la Super Sport avait ce toit qui était beaucoup plus long, sinon ça s'arrêtait là. On pouvait voir le W16 ici. Et donc on a toujours les entrées d'air où c'était des petites encoches sur le dessus, alors que là, ça rentre directement là, pour aller gaver directement le moteur. Et le W16 est donc lui, cette fois-ci, caché beaucoup plus loin ici à l'intérieur, mais encore un petit peu plus puissant. Et ça, c'est pareil, c'est pour jouer sur l'aérodynamique. Et si vous suivez bien les vidéos, je vous avais dit avec Gilles Vidal que justement, eh bien, le fait qu'il y ait des lignes strictes et franches, ça permet de mieux jouer plutôt que de l'arrondi. Et là, on peut voir que Bugatti a fait beaucoup d'arrondis sur l'arrière, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace pour l'aérodynamisme. Alors que la F40, elle, on peut voir là-bas, et c'était très droit, donc il va y avoir un meilleur aéro que sur la Bugatti. C'est possible, il y a un petit peu plus de watts aussi là-dessus. Exactement. Bon, là, ça pouvait pousser un petit peu. Bon, bah, merci énormément, Jérôme. Mais de rien, avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous mettez un petit pouce bleu comme ça, un petit pouce bleu pour Jérôme aussi. N'hésitez pas à vous abonner et mettre dans les commentaires laquelle est votre préférée. D'ailleurs, toi, ce serait laquelle ta préférée? La F40. Il y a beaucoup de gens qui sont fans. Hein. Ah bah c'est une voiture qu'on avait à mon époque en poster dans notre chambre. Hein. Je l'ai eu aussi un poster et je me rappelle, je crois que c'était dans un télépoche ou un truc comme ça. À l'époque, il y avait même des petits trucs sur les voitures qui ne se fait plus maintenant. Et j'avais découpé la petite fiche technique et que j'avais gardée des années. Mais ouais, je pense que ce serait F40 ou la Pagani parce que je suis très très fan de Pagani. Ouais. Voilà. Ce côté artisanal, etc. Et si on veut pousser et rêver, je dirais la F40 pour le week-end et la 959 pour la semaine, c'est tellement confortable. Bon, et pourquoi pas l'espace F1 pour partir en week-end avec les enfants? On va aller le voir. Voilà, bon, ça ce sera dans une autre vidéo.